Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Des images impressionnantes en France, Trump de retour à la Maison Blanche, mais qui inquiète toujours autant, l'Arménie, le débat ou encore la note positive. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet en France. On va faire un petit point sur l'impressionnante tempête Alex dans plusieurs départements français, dont les Alpes-Maritimes. Alors vous le voyez sur ces images, dans les zones qui ont été touchées par la tempête, l'eau a débordé, s'est déversée dans les villages et a tout ravagé sur son passage. Le bilan pour le moment est assez difficile à établir, au moins 4 personnes sont déjà mortes d'après les pompiers des Alpes-Maritimes et une vingtaine de personnes sont encore disparues, ce qui pourrait alourdir le bilan dans les prochains jours. Mais au-delà de la catastrophe humaine, on compte énormément de dégâts matériels, il y a des dizaines de routes coupées, des milliers de foyers privés d'électricité et même des maisons et des bâtiments totalement détruits. Par ailleurs, plusieurs villages sont complètement isolés depuis le passage de la tempête Alex. À Tende par exemple, dans les Alpes-Maritimes, tous les ponts ont été arrachés par l'eau Saufin et les 2000 habitants doivent être ravitaillés par hélicoptère. Par ailleurs, pour bien se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe, je voulais aussi vous montrer cette vidéo impressionnante qui a été capturée par un journaliste. Ça se passe à Roquebillière et à ce moment-là, la maison que vous voyez est quasiment ravagée par l'inondation. Et la lumière que vous voyez, ce sont 2 retraités sur le toit de leur maison qui essaient d'appeler à l'aide avec une lampe torche en attendant les secours. Malheureusement, les secours n'ont pas pu venir à temps. La maison avec ses occupants ont été emportés par les eaux, ils sont encore aujourd'hui disparus. Aujourd'hui, plus aucun département n'est en vigilance orange, seuls 6 départements sont en vigilance jaune, mais les prochains jours seront décisifs, notamment dans la recherche des disparus. On change de sujet, mais on reste en France avec les insecticides tueurs d'abeilles qui viennent d'être réautorisés. Les insecticides tueurs d'abeilles, on appelle ça en réalité les néonicotinoïdes, et ils visent à protéger les récoltes d'éventuelles maladies. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi réputés pour tuer les insectes, et en particulier les abeilles. Du coup, ils ont été interdit en 2018, on en parlait déjà sur la chaîne à l'époque. 2 ans plus tard, depuis cette interdiction, beaucoup de producteurs, et notamment des producteurs de betteraves, se sont plaints que leur récolte était infestée de pucerons verts. Et ces pucerons ne sont pas vraiment les bienvenus puisqu'ils transmettent une maladie aux betteraves, la jaunisse, et d'après les estimations, la filière de betteraves en France produit entre 40 et 50% de moins qu'à l'époque où ces insecticides étaient autorisés, c'est donc une chute très importante. Une décision exceptionnelle vient donc d'être prise pour sauver le secteur qui emploie plus de 46 000 personnes. Cette nuit, les députés ont voté pour la réautorisation des néonicotinoïdes. Jusqu'en 2023, les producteurs pourront donc les réutiliser, mais en quantité moins importante qu'avant 2018. Alors pour certains, ce retour des insecticides tueurs d'abeilles est une mauvaise nouvelle pour l'écologie et la protection des abeilles, une espèce très importante, vous le savez, pour l'environnement. Par ailleurs, certains craignent aussi que ça n'entraîne la réautorisation de d'autres pesticides avec les mêmes raisons. Bref, le débat est animé, affaire à suivre. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et on commence avec des nouvelles du président américain Donald Trump qui est rentré à la Maison Blanche après avoir été hospitalisé pendant 3 jours. Donald Trump était donc testé positif au Covid-19, il avait été hospitalisé dans la soirée de vendredi et hier il a finalement quitté l'hôpital pour retourner à la Maison Blanche. Le service de communication de la Maison Blanche avait prévu toute une mise en scène dans une vidéo extrêmement bien produite. On a vu notamment le président américain descendre de son hélicoptère, traverser la pelouse en saluant les caméras qui l'attendaient avant de grimper les marches vers le balcon de sa résidence. Donald Trump a ensuite retiré son masque et a dit aux Américains de ne pas se laisser dominer et de ne pas avoir peur du virus, tout en les appelant à sortir mais en étant prudents. Alors attention, le retour à la Maison Blanche de Donald Trump ne veut pas du tout dire qu'il n'est plus malade. D'ailleurs, sur certaines vidéos de cette même scène, on le voit essoufflé, ce qui veut dire qu'il est probablement pas totalement rétabli. Au-delà de ça, la communication plutôt floue autour de son état de santé laisse quand même planer le doute. Par exemple, quand on demande à son médecin, Sean Conley, si Donald Trump a des symptômes plus graves comme des problèmes respiratoires par exemple, eh bien il répond, je cite, « Nous ne sommes pas autorisés à en parler ». En tout cas, selon son médecin, il n'est pas encore tiré d'affaire et certains spécialistes estiment en effet qu'au vu de la façon dont le virus a l'habitude d'agir, eh bien une rechute dans l'état de santé du président ne serait pas impossible. Alors pour l'instant, il ne pourra pas retourner sur le terrain avant de ne plus être contagieux, il va être donc confiné à la Maison Blanche qui, à noter au passage, semble être devenu un véritable foyer de contamination. Après Donald Trump, sa femme Melania Trump, sa conseillère Hope Hicks et plusieurs autres membres de son équipe, c'est Kayleigh McEnany, la porte-parole de Donald Trump, qui a annoncé hier avoir été testée positive au Covid-19. Et encore, là, il ne s'agit uniquement que de personnes connues et on n'a pas beaucoup d'informations sur le cas au sein du personnel de la Maison Blanche. En tout cas, de son côté, son adversaire démocrate Joe Biden, interrogé en direct à la télévision, a rappelé le bilan catastrophique du Covid-19 aux
États-Unis après les propos plutôt rassurants de Donald Trump sur le virus. La campagne électorale semble donc bien repartie, l'élection se tiendra le 3 novembre, évidemment on va suivre ces dernières semaines de très près. On continue ce point à l'étranger avec un nouveau point sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui refuse de déposer les armes malgré les appels au cessez-le-feu du monde entier. Alors on en a parlé il y a quelques jours, mais reprenons depuis le début. Les deux pays s'opposent dans un conflit armé dans la région montagneuse du Haut-Karabakh, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La situation est très tendue car le territoire du Haut-Karabakh est revendiqué par l'Azerbaïdjan qui veut reprendre la main sur ce territoire alors que sa population, majoritairement arménienne, réclame son indépendance et son rattachement à l'Arménie, ce que défend et soutient l'Arménie. Alors en 10 jours, l'Arménie et l'Azerbaïdjan affirment avoir chacun tué entre 2000 et 3000 soldats ennemis, mais ces chiffres restent très difficiles à confirmer puisque aucun des deux pays ne communique sur ses propres pertes. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la population est aussi touchée et à Stepanakert, par exemple, la plus grande ville du Haut-Karabakh, de nombreux bombardements azerbaïdjanais frappent la ville à tel point que les habitants sont obligés de se réfugier dans les caves ou encore les abris. Inversement, l'Azerbaïdjan dénonce l'attaque de sa population par l'Arménie et les forces du Haut-Karabakh dans plusieurs de ces villes, comme à Ganja, la deuxième plus grande ville du pays, une ville, je cite, sous le feu de tir arménien selon l'Azerbaïdjan. Les États-Unis, la France ou encore la Russie ont donc tous appelé à un cessez-le-feu, mais c'est un appel qui ne semble pas porter ses fruits pour le moment. Le président de l'Azerbaïdjan a réclamé le retrait des forces arméniennes du Haut-Karabakh, ce qu'elle ne semble pas prête à faire puisque le premier ministre arménien a même annoncé samedi qu'il allait rejoindre lui-même le front pour combattre avec ses troupes. Par ailleurs, autre élément intéressant et important à noter, Emmanuel Macron a dénoncé il y a quelques jours le déplacement de 300 djihadistes. Ils seraient partis de la Syrie, ils seraient passés par la Turquie, un pays complice selon le président français, et le tout dans un objectif d'aller soutenir l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. En France, ce week-end, 176 figures politiques à droite comme à gauche, Benoît Hamon, Anne Hidalgo ou encore Valérie Pécresse, ont appelé Emmanuel Macron à soutenir l'Arménie et à dénoncer l'agression azerbaïdjanaise, une offensive qui n'aurait pour seul objectif, je cite, que la disparition des populations arméniennes dans le Haut-Karabakh. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très complexe, j'espère que c'est un peu plus clair avec ces explications. Dans tous les cas, évidemment, on en reparlera dans les jours à venir. Avant de débattre comme chaque jour, vous le savez, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une innovation du Great North Air Ambulance, une association caritative anglaise qui pourrait potentiellement aider à sauver des vies. Cette innovation, c'est en fait une combinaison à réaction appelée JetSuit. En fait, elle est équipée d'un sac à dos qui a 5 réacteurs qui peuvent atteindre 51 km/h pendant 10 minutes à une altitude maximale de 3600 mètres. Le but de cet appareil, vous vous en doutez, c'est de repérer et d'atteindre plus facilement des victimes dans des endroits difficiles à atteindre en voiture. Une fois que le secouriste volant est auprès de la victime, il peut lui administrer des soins de premier secours en attendant un hélicoptère qui pourra l'évacuer. Logiquement, ces quelques minutes d'avance peuvent sauver des vies et lors du test que vous voyez à l'écran, il n'a fallu que 90 secondes au secouriste pour rejoindre la victime, alors qu'en voiture, il en aurait eu pour 25 minutes. Alors pour l'instant, on n'en est qu'à la phase de test, mais cette technologie pourrait être développée à plus grande échelle. Logiquement, elle fait écho à l'actualité en France en ce moment. En tout cas, on salue l'initiative. En 2 mots, le débat hier, c'était le suivant. Approuvez-vous la réouverture des restaurants dans les zones d'alerte maximale? Eh bien, vous êtes globalement favorable à cette réouverture et vous êtes beaucoup à signifier notamment l'impact économique pour les restaurateurs ou encore le fait qu'il y ait beaucoup de monde parfois dans les transports et qu'il y aurait donc une certaine forme d'hypocrisie à vouloir fermer les restaurants. Quant au débat du jour, aujourd'hui, c'est le suivant. La France doit-elle prendre position et soutenir l'Arménie comme le demande un certain nombre de politiques français? Pour participer au débat, vous le savez, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pouvez voter au sondage du jour en un clic ainsi qu'au sondage des jours précédents. On a dépassé les 980 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup du fond du cœur pour votre confiance. Merci aussi aux milliers d'entre vous qui chaque jour s'abonnent à notre compte Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram, chaque jour, on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'1 minute. Du coup, évidemment, si ça vous intéresse, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, comme la chaîne YouTube. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes.